Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter aujourd'hui. Par ce beau samedi de printemps, d'été même maintenant. Bienvenue à la Maison Perchée. Pour ceux pour qui c'est la première fois que vous êtes parmi nous, tous les samedis, on a un événement avec souvent une rencontre de 16h à 17h. Le but étant d'agir en faveur de la déstigmatisation des troubles dans la société. Et aujourd'hui, nous recevons Alice Denis. Beaucoup te connaissent aujourd'hui en tant que soutien psy de la Maison Perchée, mais tu as aussi un autre métier qui est psy des pompiers. Et donc, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais à la Maison Perchée, ce que tu fais aussi à la Brigade des pompiers, et surtout la grande question, comment est-ce que tu fais pour concilier ces deux métiers prenants et importants émotionnellement, on va dire. Ok. Du coup, bonjour à tous et toutes. La plupart de cette assemblée me connaissent pour mon activité à la Maison Perchée, donc en tant que chargée de soutien psychologique. Mais du coup, j'ai une formation à l'origine de psychologue. Et donc, j'exerce aussi, comme le disait Kitry, à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris en tant que réserviste. Réserviste, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que je ne suis pas là-bas à temps plein. Et moi, par exemple, j'y suis tous les vendredis. Donc voilà, on fait quand même partie de l'équipe quand on est réserviste. On a notre place et notre place nous est donnée vraiment. Mais ça nous permet de concilier deux activités. Et donc, comme tu le disais, comment est-ce que j'arrive à concilier mon activité au sein de la brigade et à la Maison Perchée? Déjà, sur mon emploi du temps, ça s'organise très bien. C'est-à-dire que tous les vendredis, je suis chez les pompiers et le reste de ma semaine, je suis à la Maison Perchée. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est à quel point deux environnements qui, sur le papier, sont complètement différents, voire même diamétralement opposés, pratiquement, on pourrait se dire, en fait, se complètent très bien et se nourrissent mutuellement. C'est vrai que dans les deux cas, il est question d'une approche collective, d'une communauté, en fait. À la Maison Perchée, c'est ce qu'on essaye de créer. Et chez les pompiers de Paris, c'est aussi ce qui est créé, c'est-à-dire l'esprit de corps, le collectif, c'est un des piliers vraiment même de leurs valeurs. Donc déjà, on retrouve un petit peu ça dans ces deux environnements. Et il y a beaucoup de choses qui se complètent dans le sens où ici, à la Maison Perchée, pour ceux qui sont là assez souvent, vous voyez comme les choses vont vite, les idées fusent, les projets sont par milliers, on va dire. Donc ça va très vite et tout est possible et il y a une forme d'horizontalité en fait. Vous les canopiens, des visiteurs, tout comme les salariés, on a un peu tous notre place, on peut tous proposer des choses et à la brigade des sapeurs-pompiers il y a quelque chose d'un peu plus protocolaire, un peu plus hiérarchisé, etc. Mais qui du coup aussi apporte un apprentissage, dans le sens où parfois quand je reviens à la Maison Perchée, je me dis ah finalement les pompiers avec leur côté protocole, organisation, finalement ça peut aussi apporter des choses dans une équipe où il y a plein d'idées qui fusent. Et sur un autre versant, quand j'arrive chez les pompiers, je suis un peu dans l'équipe, une espèce d'élément qui a plein de petites idées qui fusent. Parfois ils me disent ah toi tu viens de l'associatif, calm down un peu. Donc voilà, je pense que c'est un très bon équilibre en fait, et j'ai vraiment des apprentissages des deux côtés. Donc voilà, sur comment les concilier, ça se concilie plutôt bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que tu fais à la brigade, comment est-ce que ça fonctionne, et toi, quel est ton rôle au sein de la brigade plus précisément? Ok, donc en fait, quand je dis psychologue au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est que je suis psychologue pour les pompiers, donc c'est-à-dire pas pour les victimes, vraiment pour les pompiers. Donc ma mission, c'est de pouvoir accueillir tous les pompiers qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un entretien individuel, à savoir quand même que la section médico-psychologique dont je fais partie à la brigade, en fait on intervient pour tous les pompiers de Paris, donc c'est-à-dire environ 8500 personnes. Enfin, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est quand même quelque chose d'assez colossal en termes de personnel. Et donc, nos missions, globalement, c'est de pouvoir leur proposer des entretiens individuels si ils en font la demande, de pouvoir aussi faire de l'accompagnement de groupe, c'est-à-dire que les pompiers, ils partent très régulièrement sur des interventions, pas que des incendies, parce qu'on pense souvent que les pompiers, c'est le feu.
En fait, 80% environ, même plus de 80% des interventions des pompiers, c'est du secours à victimes. Donc c'est quelqu'un qui est tombé dans la rue, quelqu'un qui fait un malaise chez soi, etc. Et seulement environ 4% des interventions, c'est des incendies. Donc en fait, c'est très très infime. Et donc, par moment, ils partent sur des interventions qui ont un potentiel traumatique assez élevé. Ils sont exposés à des choses très traumatogènes, des scènes qui peuvent être violentes physiquement, psychiquement, etc. Enfin, voilà. Et donc, parfois, quand ils reviennent en caserne, ils ont besoin de pouvoir débriefer sur ce qu'ils viennent de vivre, notamment en groupe, c'est-à-dire avec l'équipage avec qui ils étaient sur cette intervention. Donc nous, on propose aussi de faire ça, la section médico-psychologique, de pouvoir les accompagner quand ils reviennent d'une intervention sensible, soit en le faisant nous directement, soit en formant des chefs pour qu'ils puissent le faire pour leurs équipes quand elles reviennent d'intervention et que ça a été trop intense. Donc comment ça se présente ce genre de moment? En fait, on va s'asseoir en rond avec l'équipe qui était sur l'intervention et puis on va reprendre les faits. Chacun va pouvoir s'exprimer sur son ressenti, chacun et chacune. Et voilà, c'est plus un temps de... Je peux déposer ce que je viens de vivre et peut-être toute la charge émotionnelle que ça représente parce qu'en fait, potentiellement, il faut que je reparte en intervention dans quelques heures. Les pompiers, ils sont sur des gardes généralement de 24 heures. Donc en fait, quand il y a eu une intervention sensible au début de leur garde, vers 8 heures du matin, en fait, ils ont encore jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Donc il faut qu'ils puissent aussi décharger, sinon c'est compliqué d'assurer sur une autre intervention ensuite. Donc ça, c'est une autre mission. Et puis la dernière mission, c'est une mission de formation. Les psychologues du coup de la brigade, on forme les sapeurs-pompiers justement sur toutes les questions d'intervention pour des personnes qui seraient par exemple en crise psychotique. Donc comment aussi approcher des personnes concernées par un trouble dans un état plus ou moins aigu. On les sensibilise aussi sur les états de stress post-traumatique auxquels eux ils peuvent être exposés, mais auxquels ils peuvent aussi intervenir dans une intervention s'il y a des victimes qui sont particulièrement traumatisées. Donc voilà, aussi toute cette notion de sensibilisation sur l'épuisement au travail, parce que c'est quand même des personnels qui sont extrêmement sollicités, sur les conduites addictives, parce que aussi pour tenir un rythme de travail comme ils ont, il peut y avoir des conduites addictives. Donc voilà, de les sensibiliser, c'est aussi une autre mission. Je pense que c'est un bon petit tour de missions qu'on peut faire à la brigade. Et vous êtes à peu près combien dans la section? Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils prennent rendez-vous avec toi? Est-ce que comment est-ce que concrètement vous vous organisez? Et est-ce que toi, là-dedans, tu as une mission particulière? Est-ce que tu es plus sur de la formation ou plus sur du débriefing? Alors, il y a 3 psychologues qui sont là à temps plein. Et ensuite, on est environ entre 4 et 5 réservistes. Donc, la charge de travail se répartit aussi en fonction du temps de présence. Mais globalement, il y a quand même une pluralité dans les missions qu'on va faire. C'est-à-dire que tous les psychologues, qu'on soit psychologue à temps plein ou psychologue réserviste, on est amené à pouvoir faire les 3 missions. On a aussi, je ne l'avais pas précisé, des astreintes le week-end. Voilà, pour permettre de vraiment être toujours présente pour répondre aux besoins de soutien psychologique que les pompiers pourraient avoir. Donc voilà, non, c'est plutôt assez bien réparti en termes de tâches. Okay. Dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression, et vous aurez la possibilité de vous exprimer aussi là-dessus, mais dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression qu'on perçoit les pompiers comme des sauveurs, comme des héros. Et du coup, ma question par rapport à ça, c'était comment est-ce que eux, comment est-ce que toi tu le perçois de l'intérieur, comment est-ce que eux ils se perçoivent aussi. C'est quand même techniquement des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour sauver celle de d'autres personnes. Comment est-ce que c'est vécu de l'intérieur et voilà, déjà ça. Ouais, pas mal de questions. Alors, cette question, je la trouve hyper intéressante parce que moi j'exerce à la brigade depuis peu de temps. J'ai commencé au même moment que la Maison Perchée, donc c'était un double baptême, on va dire. Et en 4 mois et quelques d'expérience, j'ai constaté des choses où je me suis dit, ok, c'est intéressant parce que ça vient même modifier mes représentations que moi j'avais des pompiers de Paris, etc. Déjà, oui, des héros, c'est une grande représentation qu'il y a des pompiers de Paris.
Je parle des pompiers de Paris parce qu'il y a aussi quelque chose autour des pompiers de Paris avec les pompiers de Marseille. C'est les seuls qui sont des militaires, donc il y a aussi ce prestige un peu autour des pompiers de Paris. Ils sont formés comme ça, on leur dit vous êtes les meilleurs, etc. Vous allez sauver des gens et ça va être votre métier. Enfin, il y a quand même tout cet enjeu-là. D'une certaine manière, c'est des héros au quotidien parce que, comme on le disait, ils sont là pour sauver des gens. Pour porter secours, leur devise c'est quand même sauver ou périr. Donc je sauve mon prochain ou un citoyen, une citoyenne, ou bien je meurs. Je me sacrifie en fait. Ils sont en plus exposés quotidiennement à des choses traumatogènes. Donc sur ça c'est des héros. Ce qui est compliqué en revanche, c'est justement cette représentation, et d'ailleurs cette double représentation qu'il y a souvent dans l'imaginaire collectif. Et auxquels ils sont exposés, c'est nous les pompiers on est des héros, donc en fait on n'a pas vraiment le droit d'avoir des failles, et puis nous les pompiers, originellement on est quand même des hommes. Même si ça se féminise de plus en plus, c'est environ 7% de femmes au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc ça reste une minorité. Donc il y a quand même toute cette représentation masculine, et même les femmes d'ailleurs qui sont incorporées, il y a quand même un peu ces codes masculins qui sont présents en fait, et les femmes essayent de s'intégrer, de s'adapter et en même temps aussi de montrer leurs différences bien évidemment. Mais donc il y a cette double représentation de je suis censée être un héros ou une héros et je suis censée a priori ou dans la majorité des cas être un homme. Donc en fait j'ai pas le droit de montrer mes failles. Et sur ça, ce que je trouve très intéressant avec la Maison Perchée, c'est que je dirais que les pompiers, il y a une forme de courage physique. Je vais au feu. Et ça fait extrêmement peur, mais j'y vais. Je monte sur l'échelle, je vais secourir quelqu'un qui est dans une voiture enflammée. Ça, c'est du courage physique. Et à la Maison Perchée, moi, j'ai découvert une forme de courage qui est le courage d'exprimer sa vulnérabilité. Et ça, en revanche, pour les pompiers, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, quand je les reçois en entretien, il y a une forme de pudeur, mais il y a vraiment une difficulté à dire là, j'ai besoin d'aide. Là, c'est moi qui ai besoin d'être soignée. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi j'en suis arrivée là? Et si je dis ça, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? Et donc, ma double activité chez les pompiers et à la Maison Perchée m'a permis de réaliser à quel point, même pour ceux qui sont censés être des héros, en fait, ce que des personnes concernées par un trouble font au quotidien, c'est-à-dire d'exprimer leur vulnérabilité, de parler de leurs émotions, etc., d'exprimer aussi, de manifester leurs émotions, ça c'est quelque chose qui est une forme de courage encore difficilement accessible pour les pompiers. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Et je fais un peu le rapprochement avec la figure du héros et la figure du anti-héros. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, je trouve que les personnes concernées par un trouble, il y a un peu une dimension de anti-héros, c'est-à-dire que les anti-héros dans la littérature, c'est un peu ceux qui, sur le papier, n'ont pas tout pour vraiment être considérés comme des héros, mais qui du coup sont beaucoup plus humains aussi. Ça résonne beaucoup plus avec nous, c'est-à-dire qu'on s'identifie. Le héros, c'est pratiquement pas drôle, en fait, on sait qu'il va s'en sortir, on sait qu'il a pas de faille. Et donc, puis pour le héros, c'est difficile de montrer qu'il a une faille. Et donc, je trouve qu'il y a un grand courage des personnes concernées par un trouble qui s'expriment justement sur leur vulnérabilité et qui montrent justement cette partie de leur humanité, de bah ouais, j'ai des failles, bah ouais, je suis vulnérable. Et en fait, ça fait pas de moi quelqu'un de moins courageux ou courageuse, au contraire. Et puis, ça fait peut-être de moi quelqu'un de encore plus humain finalement. Ouais, voilà. Je pense que c'est quand même déjà une réponse assez complète. Assez conséquente. Et donc du coup, face à ça, comment est-ce que eux ils se protègent et comment est-ce que la brigade les protège aussi? Comment est-ce qu'ils se protègent face à ces soi-disant failles et comment est-ce qu'ils font pour justement prendre soin d'eux et voilà. Comment ils se protègent? Je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes de défense, comme tout le monde, hein, on a tous des mécanismes de défense. Pour les pompiers, je pense qu'il y a une forme de... J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un canopien qui me disait mais parfois les pompiers ils sont froids. Et cette froideur, je pense que c'est une forme de défense aussi, de mettre à distance, parce que déjà, si je ne mets pas à distance, je suis exposée toute la journée à des choses qui sont trop impactantes.
Si je mets pas à distance, en fait, pendant mon intervention, si je suis trop perméable, je risque de pas être efficace aussi sur le terrain. Et puis aussi, si je manifeste mon émotion en plein milieu d'une intervention, qu'est-ce qui se passe pour la victime? Si vous êtes une victime et vous voyez un pompier ou une pompière qui est censé être quelqu'un qui va être là pour justement vous sauver, vous porter secours, qui là s'effondre, ça peut être très déstabilisant aussi. Donc je pense que ça, c'est toute une partie de la protection, c'est aussi je me blinde un peu. Mais ce qui explique que du coup, il y a une difficulté, même en entretien, moi je le vois, ça va être des pompiers qui vont venir d'une démarche volontaire, et pour autant, quand il est question pendant l'entretien de parler d'eux, de leurs émotions, voire même de pleurer par exemple, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont dire « je suis désolée, vraiment je suis désolée de me montrer dans cet état devant vous, j'ai honte d'être dans cet état ». Donc tout ça, je pense que ça fait partie des mécanismes de défense. Il faut que je me blinde, et en fait quand le blindage il cède, j'ai honte, je me sens mal, je m'excuse. Ça, je pense que c'est une protection déjà. Ensuite, il y a une autre protection, c'est tout le collectif. Comme je le disais, à la brigade, il y a vraiment cet esprit de corps, c'est quelque chose qu'ils répètent très souvent. Et d'ailleurs, ils sont tout le temps ensemble. Enfin, vous les voyez dans la rue, les pompiers, ils vont courir ensemble, ils sont ensemble dans un camion, ils vivent ensemble dans une caserne. Enfin, en fait, ils sont tout le temps ensemble. Donc l'esprit de corps, c'est quand même un soutien, une protection en plus. Il y a aussi le sens et l'utilité de ce qu'ils font, la reconnaissance au quotidien. Ça, c'est une autre protection. Ils se disent, bon, je fais tout ça, mais pour quelque chose. Et d'ailleurs, quand certains finissent par perdre le sens dans leur mission, c'est là qu'il y a un effondrement, en fait. Finalement, je trouve plus de sens dans mon métier. Et là, ça devient très compliqué de continuer parce que j'ai un gros moyen de me protéger qui, d'un coup, s'écroule. Et puis, autre chose aussi qui va être protecteur, c'est l'humour. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans le milieu médical. Alors, ça peut paraître assez effractant pour des gens d'un milieu extérieur qui se disent « mais c'est horrible, comment ils peuvent déconner sur ça ?» Mais en fait, l'humour, et parfois l'humour noir, c'est aussi une forme de protection. Donc voilà, je pense que ça, c'est des moyens qu'ils mettent en place. Nous, qu'est-ce qu'on met en place du coup avec la section médico-psychologique? Ça va être ce que j'ai dit, c'est-à-dire les entretiens individuels. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que les entretiens qui sont menés à la section médico-psychologique n'ont aucun impact sur leur aptitude. C'est-à-dire que nous, les psychologues, on ne peut pas statuer sur leur aptitude. Et très souvent, pour les pompiers, c'est une crainte. Je ne vais pas aller voir le médecin parce que si ça se trouve, je vais être inapte. Je ne vais pas aller voir un psychologue parce que si le psychologue s'aperçoit qu'en fait, je pleure, waouh, catastrophe, je ne peux plus être un bon pompier, du coup, je vais être inapte. En fait, non. Nous, on ne vient pas du tout agir sur l'aptitude. Donc, ça va être ce qu'on propose, nous, les entretiens individuels, ce que je disais, les défusings en groupe, de la formation, tout ça, c'est ce qui va être aussi des modes de protection. Ok, merci beaucoup. Du coup, là, quand on parle de protection et de failles, enfin, quand on parle justement de protection par rapport à ces failles, etc., je pense qu'il y a plein de mécanismes qui se mettent en place. Et du coup, c'est quoi un peu les différents enjeux que ça implique pour toi de soigner les sauveurs et de soigner les soignants? Comment comment les accompagner? Ouais, c'est une question qui est complexe, surtout que je me mets un peu dedans aussi. Je pense que il y a plusieurs représentations. En fait, il y a 3 enjeux pour moi dans le fait de soigner les soignants et soigner ceux qui prennent soin. Déjà, il y a toute la question des besoins et des limites. C'est le truc dont on entend tout le temps parler, mais en fait, chez ceux qui prennent soin, ceux qui sauvent, ceux qui portent secours, c'est très présent, notamment chez les pompiers d'ailleurs. C'est que finalement, ils ont tellement appris pour exercer leur métier et aussi peut-être se protéger, à mettre leurs besoins et leurs limites de côté, que quand il s'agit de les soigner et donc de les aider à identifier leurs besoins et leurs limites, là, c'est le néant. C'est-à-dire qu'en fait, un pompier, très clairement, quand il prend une garde de 24 heures, de toute façon, il ou elle doit apprendre à mettre ses besoins, même primaires, de côté. C'est-à-dire que en fait, pendant 24 heures, le sommeil, si j'ai réussi à dormir 2 heures d'affilée, c'est top déjà. Si j'ai réussi à aller manger
sans être interrompue en plein milieu de mon repas pour partir sur une intervention, c'est top aussi. Donc en fait, le sommeil, l'alimentation, des besoins primaires, déjà ça, je dois apprendre à les mettre de côté pendant ma garde. Et j'en passe. Donc il y a déjà une grosse difficulté à identifier ses besoins, à connaître ses limites. Là où par exemple, je trouve que les personnes concernées par un trouble ont une finesse et une sensibilité à ce niveau-là qui, moi, m'impressionne. Et je pense que peut-être que la maladie psychique, c'est quelque chose qui pousse, qui force presque d'une certaine façon les personnes concernées à connaître leurs besoins et à connaître leurs limites. Ou en tout cas, à apprendre à les identifier plus rapidement que la moyenne. Et ensuite, à être capable de les affirmer. C'est-à-dire que moi, je suis admirative aussi de personnes concernées par un trouble qui vont pouvoir dire « En fait, je suis désolée, mais là, je ne vais pas pouvoir. En fait, là, ça va me demander trop d'énergie psychique, trop d'énergie sociale. Là, c'est ma limite. Ou là, en fait, j'ai besoin d'être seule. » Et ça, c'est, comme je disais, c'est admirable vraiment, je pense. Et c'est une difficulté chez les soignants parce que pour porter secours à l'autre, il faut que je mette de côté mes besoins. Il faut que je ne peux pas écouter mes limites. Donc ça, premier enjeu. Deuxième enjeu, je dirais que c'est tout l'enjeu de l'acceptation / l'évitement. Comme je disais tout à l'heure, chez les pompiers et chez les soignants, je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes d'évitement. Je vais enfouir, je vais pas dire, je vais garder, jusqu'à commencer à atteindre un peu ma limite, jusqu'à dépasser ma limite, jusqu'à surdépasser ma limite et jusqu'à finalement que ça explose. Parce qu'en fait j'évite. C'est trop dur de me confronter à ma vulnérabilité. C'est dur d'admettre. Là où une nouvelle fois, il y a aussi un modèle, je trouve, dans les personnes concernées par un trouble psychique. Je fais beaucoup ce rapport-là, mais parce que je pense que c'est aussi le public à qui ça peut parler aujourd'hui. Par exemple, la question du dévoilement en santé mentale, concernant un trouble psychique ou du coming out psy, comme on l'appelle, pour moi c'est un exemple d'acceptation, c'est-à-dire j'ai déjà fait la démarche moi-même d'accepter mes fragilités, ce qui peut déjà être une première étape compliquée, et en plus là je fais la démarche d'en parler de manière dévoilée, au grand jour. Donc ça je pense que c'est aussi un autre enjeu pour soigner les soignants. Et puis le troisième enjeu, je pense que c'est l'enjeu des représentations, ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, je suis un pompier, donc je suis un héros. Je peux pas être faible. Je suis un pompier, majoritairement, je suis un homme. Je peux pas pleurer. Et puis, je suis quelqu'un qui prend soin, qui secourt. Donc, si en fait, moi, je vais pas bien, c'est peut-être que je suis un mauvais soignant. Si en fait, moi, je vais pas bien, c'est que peut-être je suis pas capable de m'appliquer à moi-même ce que j'applique aux autres au quotidien, ce que je prodigue aux autres au quotidien. Donc, en fait, ça va pas. Donc, comment aussi changer toutes ces représentations auprès des soignants ? Non, c'est pas parce que t'es soignant et que tu te fais soigner que t'es un mauvais soignant. Au contraire. Non, c'est pas parce que... Ouais. Les pompiers, tu les appelles les soignants ? C'était la question qui trie, j'ai l'impression d'élargir sur les soignants. Mais en tout cas, ceux qui prennent soin, ceux qui secourent. Mais ouais, c'est une bonne question. C'est plus ceux qui portent secours, on va dire. Donc voilà, et en fait de leur faire comprendre que être un bon soignant, être un bon secouriste, c'est aussi justement savoir prendre soin de soi. Si je veux pouvoir prendre soin de l'autre à long terme, il faut que je puisse prendre soin de moi. Ça c'est un vrai enjeu, je dirais. J'avais une autre idée mais qui m'est sortie de la tête. Mais bref, ça reviendra. Donc oui, c'est ça. C'est la question des ressources aussi. On a tous des ressources. Peut-être que certaines personnalités, de par leur travail, ont des ressources particulièrement élargies. Par exemple, des pompiers, ils ont peut-être des ressources très très fortes et très importantes sur leur capacité à être exposés, réexposés, surexposés et à tolérer, à supporter. Mais en fait, les ressources, et c'est une de mes collègues qui faisait un peu cette genre de métaphore, d'analogie, j'aimais bien, elle dit en fait, les ressources, c'est un peu comme en écologie. Les ressources de la planète, elles sont pas inépuisables. Les ressources d'un être humain, c'est pareil, elles sont pas inépuisables. Même si on part avec un capital ressources plus élevé, en fait, il y a un moment, si on tire, si on consomme, il n'y en a plus. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui, plus pour des questions écologiques. Donc c'est aussi ça, c'est finalement, oui, tu soignes, oui, tu portes secours, oui, tu as des ressources incroyables, mais elles sont pas non plus inépuisables. Donc attention. Voilà. Je pense que
Oui, vous aviez une question? Excusez-moi, maintenant vous parlez de ceux qui sont déjà pompiers, mais ceux qui se présentent, qui présentent leur candidature, ils n'ont pas un examen psychologique avant d'entrer? Alors la question, je répète pour la vidéo pour que ce soit assez fort. La question c'est, aujourd'hui vous parlez des pompiers qui sont déjà pompiers, mais déjà, est-ce que pour ceux qui candidatent pour devenir pompiers, est-ce qu'il y a un examen psychologique qui est fait? Merci monsieur pour cette question qui est très intéressante. En fait, il y a tout un test d'aptitude. Donc ils vont avoir une aptitude physique, une aptitude intellectuelle, et aussi une aptitude de personnalité, donc quelle est leur motivation, et notamment il y a des aspects psychologiques qui vont être évalués, aussi sur quel est le profil de personnalité, parce qu'encore une fois on parle d'une approche de groupe collective. Donc en fait si on s'aperçoit que c'est aussi quelqu'un qui serait pas apte à s'intégrer dans un collectif, ça va poser problème. Donc oui, il y a quand même toute une approche, il y a toute une sélection quand même, et puis mine de rien, pour m'être un peu renseignée sur tout le processus de formation, le stage, en fait, le premier stage vraiment d'intégration des pompiers de Paris, il faut quand même un sacré mental pour réussir à tenir le coup. Donc voilà, mais il n'empêche que ça reste des êtres humains, et heureusement d'ailleurs. Et c'est pas un hasard qu'ils se retrouvent à la brigade, parce que la brigade, il y a quand même une énorme dimension empathique. Enfin, on devient pas pompier quand on n'a pas d'empathie. C'est-à-dire qu'on se dit pas je vais aller secourir des gens toute la journée si on n'a pas vraiment d'empathie. Donc malgré tout, bien qu'ils aient été sélectionnés, heureusement qu'ils restent humains, et donc que une intervention qu'ils vont assurer peut les traumatiser. Un événement de vie familiale peut les impacter, une rupture sentimentale, tellement de choses variées en fait, comme on peut tous et toutes rencontrer au quotidien. Voilà. Et puis j'imagine que leur santé mentale peut aussi être progressivement altérée par tous les événements traumatogènes qu'ils vivent, et du coup l'examen psychologique qui est fait au départ peut potentiellement varier tout au fur et à mesure de leur parcours chez les pompiers, des interventions qu'ils ont eues, et aussi en fonction de la sensibilité de chacun, parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus être touchées par certains événements, et d'autres, j'imagine que ça va jouer aussi. Tu parlais tout à l'heure des ressources des pompiers, en disant que du coup eux avaient peut-être un capital ressources internes hyper fort. Nous, à la Maison Perchée, on a aussi une grande ressource dans les autres. On est basé sur la pérédance, donc voilà. Comment est-ce que justement, est-ce que tu penses que la Maison Perchée pourrait inspirer la brigade des pompiers? Et si oui, comment? Quels apprentissages est-ce qu'on pourrait pousser de la Maison Perchée vers la brigade des pompiers? Question intéressante, parce que moi j'y ai beaucoup réfléchi. En fait, comme j'ai commencé vraiment ces deux emplois en même temps, la Maison Perchée et les pompiers de Paris, la comparaison se faisait tout le temps dans ma tête les premières semaines, en me disant wow, je passe d'un environnement à l'autre, faut que je me réadapte, mais du coup je peux pas m'empêcher de décloisonner, et heureusement d'ailleurs, et du coup des éléments d'un environnement commencent à s'imprégner un peu dans l'autre, etc. Et donc moi je me suis rapidement dit en fait, ce concept de père aidance, ça pourrait être tellement intelligent au sein de la brigade. C'est-à-dire que c'est quand même des personnels qui sont toute la journée ensemble, ou une grande partie de leur temps, qui sont exposés potentiellement à des choses similaires, c'est-à-dire des vécus similaires, notamment au niveau des manifestations psychologiques. Et donc, moi, je m'étais dit... comment les rendre plus autonomes dans leur manière de s'accompagner et de se soutenir au quotidien sur un versant psychologique. Parce que oui, mec, allez viens, on va à la salle de sport, etc. Ça c'est super présent, mais j'ai l'impression que ça va pas trop. Est-ce que tu veux qu'on se pose et qu'on en parle? Comment ça, on arrive à l'intégrer un peu plus? Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'inspirant à la Maison Perchée et sur le concept de père aidance, de tiens, j'ai un savoir expérientiel, j'ai vécu quelque chose, et comment est-ce que je peux te transmettre ça pour te permettre d'avancer, pour te permettre de retrouver de l'espoir, pour t'aider à te relever aussi face à certaines difficultés. Par exemple, j'en sais rien, moi, un pompier dans une caserne qui aurait vécu
une rupture difficile, je pense que c'est bien aussi parfois de sortir du cadre des interventions et juste de parler de la vie de tous les jours, aurait vécu une rupture sentimentale difficile, avec tout ce que ça implique aussi, parce que quand on est pompier, on a des emplois du temps complexes, on vit en caserne, etc. Donc la gestion d'une rupture et d'un divorce et de la garde des enfants chez les pompiers, ça peut être vraiment particulier. Et donc de se dire, est-ce qu'en fait, il n'y en aurait pas un dans la caserne qui pourrait dire, voilà les gars, ou les meufs, moi j'ai vécu une rupture qui était hyper compliquée à un moment donné, ça a été super difficile aussi pour moi d'organiser mon divorce, peut-être mon déménagement, la garde de mes enfants, etc. Ça m'a beaucoup impacté au niveau psy, j'arrivais plus à être efficace en intervention, je doutais beaucoup, j'étais très perméable à ce qui se passait dans les interventions. Et si vous voulez, moi je suis là pour qu'on en parle. Parce qu'il y a des choses qui m'ont potentiellement aidée, il y a des choses que maintenant je vois un petit peu différemment et je peux partager mon expérience si ça vous aide. Et je pense que ça, ce serait génial. Déjà pour, comme je disais, leur permettre d'être plus autonomes, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin tout le temps de faire appel à des psychologues professionnels. Et puis aussi, je pense, pour déstigmatiser un peu, c'est ok en fait de traverser des périodes difficiles. J'ai pas besoin de me cacher, j'ai pas besoin d'avoir honte, j'ai pas besoin d'essayer de tenir pour pas que ça se voit. Et puis c'est ok d'en parler ensemble. Et c'est pas un sujet qu'on doit mettre sous le tapis parce que ça va pas trop avec l'image des pompiers, ça va pas trop avec les valeurs qu'on nous a inculquées. Donc ça, je pense que ce serait hyper important. Ouais, je dirais que c'est déjà un gros point. Il y a quand même un aspect déjà présent à la brigade des sapeurs-pompiers sur la paire aidance, mais qui est dans une démarche beaucoup plus technique, c'est marrant. C'est ce qu'ils appellent le retour d'expérience. Par exemple, il y a eu une intervention, on a agi comme ci, comme ça, comme ça. Finalement, c'était peut-être pas la meilleure manière d'agir. Et tiens, on va aller demander l'avis d'une autre caserne, d'un autre équipage qui a peut-être vécu quelque chose, une intervention un peu similaire, et on va échanger avec eux pour voir comment ils ont fait, comment ça aurait pu être fait autrement, etc. Mais finalement, il y a un partage d'expérience, il y a un partage de savoir expérientiel, mais sur un aspect très technique et pas très psychologique, justement. Donc l'enjeu, moi, je trouve, ce serait comment ouvrir justement à plus un partage et un soutien sur le côté psychologique, ouais. Une autre question par rapport à ça, parce que du coup, est-ce que justement tu sens qu'il y a quand même une évolution vers une ouverture sur le prendre soin de la psychologie et tout progressivement, même si ça fait que 4 mois, mais est-ce que déjà tu sens qu'il y a un peu cette ouverture-là, ou est-ce que tu sens que pour l'instant on reste sur du très technique et que le jour où il y aura cette petite étincelle de peut-être qu'on peut partager notre savoir expérientiel en termes de santé mentale, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Ouais, évidemment. Vraiment, de plus en plus, et ça se fera avec les générations, c'est-à-dire que les générations actuelles, progressivement, ont beaucoup plus conscience de ça. Aussi, je pense, par tout ce qui est transmis sur d'autres, on va dire par d'autres supports, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., il y a quand même beaucoup plus de communication sur la santé mentale. Et donc vraiment ça s'ouvre de plus en plus, et puis la section médico-psychologique, elle a fait un boulot de dingue aussi sur déstigmatiser, renseigner beaucoup en fait, éduquer sur les symptômes, éduquer sur les troubles psy, éduquer sur l'accompagnement. Donc là il y a eu un vrai boulot. Et puis ouais, autre chose aussi, je pense que c'est qu'est-ce que la maison perchée peut apporter et qu'est-ce que les personnes concernées peuvent apporter aussi à des personnes comme les pompiers de Paris. En fait, aujourd'hui, les pompiers de Paris, ils partent sur des interventions. Enfin, moi, je suis hallucinée à quel point ce sont des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer un chat qui est bloqué dans un arbre. Ensuite, ils vont aller faire un accouchement dans une voiture sur le bas-côté de l'autoroute. Puis ensuite, ils vont aller chez un particulier parce que c'est quelqu'un qui fait une crise psychotique. Enfin, c'est assez hallucinant ce qui se passe au cours d'une journée. Mais je pense qu'ils peuvent pas tout faire, ou en tout cas ça leur coûte beaucoup, et notamment sur la prise en charge des symptômes psychiatriques, de la crise psychotique, etc. En fait, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de personnes concernées, notamment comment est-ce qu'on aimerait être pris en charge, comment fluidifier la prise en charge d'une personne qui fait une crise psychotique.
comment prendre soin de cette population-là à laquelle ils sont pas forcément... ils sont habitués à terme parce que ça fait partie de leur expérience de terrain, mais ils sont pas formés à la base sur ça. Ils s'attendent peut-être pas à ça d'ailleurs quand ils s'engagent en tant que sapeurs-pompiers. Donc je pense que d'avoir le témoignage aussi de personnes concernées, et j'en parlais d'ailleurs avec un canopien il y a quelques jours, de voilà en fait, moi une fois les pompiers sont venus chez moi, j'étais en pleine crise, et ça a été dur qu'on me parle comme ça, ou ça a été dur qu'on me manipule comme ça, enfin je veux dire manipuler, c'est-à-dire physiquement, enfin voilà. Et peut-être d'avoir cet échange, moi je trouve que ce serait hyper passionnant, parce que mine de rien c'est compliqué pour eux. Là cette semaine j'ai fait justement un defusing, donc un espèce de un sas de décompression après une intervention sensible, où en fait des sapeurs-pompiers sont partis sur une intervention d'une personne en crise qui malheureusement s'est défenestrée, etc. Donc c'est extrêmement impactant. Et je pense qu'ils ont besoin aussi d'être au contact de personnes qui sont concernées et de pouvoir échanger et de pouvoir enrichir leurs connaissances. Ouais. Est-ce que quand tu deviens chef, du coup, est-ce qu'il y a un accompagnement un peu particulier pour justement être ensuite capable d'accompagner les pompiers que tu gères sur un plan psychologique, parce que du coup j'imagine que tout le monde est un peu formé, mais est-ce qu'il y a un truc particulier pour les chefs? Ouais. Justement, en fait, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, comment rendre autonome. Et en fait, il y a longtemps, dès qu'il y avait un defusing à faire, donc cette espèce de sas de décompression après une intervention sensible, c'était majoritairement, ou bien c'était très informel, un peu on va se prendre un café, on va en parler entre nous et hop on repart en intervention, ou bien c'était les psychologues qui se déplaçaient. Aujourd'hui l'objectif c'est comment autonomiser. Donc on forme en fait à la section médico-psychologique les chefs, donc chefs d'agré, chefs des petits équipages on va dire, pour être en capacité de eux-mêmes faire un defusing. Donc quand ils reviennent d'une intervention sensible, si eux-mêmes n'ont pas été trop impactés, parce que parfois ça peut être le cas, et donc là on peut intervenir si les chefs sont trop impactés, ils ne seraient pas en capacité d'animer ce genre de groupe, mais sinon ils sont formés pour pouvoir le faire, et aujourd'hui ça se fait de manière très fluide. Et d'ailleurs c'est top aussi de voir à quel point les chefs sont de plus en plus conscients et sensibilisés sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment initier le fait de mettre en place un defusing quand il y a eu une intervention sensible, de prendre ce temps-là avec leur personnel. Donc ouais, ça évolue vraiment. Ok, génial. Une dernière question, et puis après on laissera la parole au public. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un peu marrante ou un peu marquante que tu as vécue toi au sein de la brigade? C'est pas facile. Il y en a plein en fait. Il y en a des marrantes, il y en a des touchantes, il y en a des un peu solennelles et impressionnantes. Je pense que je vais faire un peu les trois d'ailleurs. Allez. Moi, faut pas me lancer sur ce genre de truc, je suis très passionnée donc après, je suis partie, c'est bon. Marrante, je dirais, je pense que c'est assez marrant en fait quand on débarque en tant que réserviste dans cet environnement-là, parce qu'en fait, on est un peu parachuté. Mais on n'a pas la formation initiale comme les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que eux, pendant 4 mois, ils sont à l'école, c'est intensif, c'est tous les jours, ils mangent du brigade, ils dorment du brigade, ils lisent du brigade, enfin voilà. Nous, on arrive là-dedans et en fait, il y a tellement de codes sur l'uniforme. Enfin, moi, au début, à chaque fois que je mettais mon uniforme, j'avais un de mes chefs qui me reprenait genre, non Alice, alors quand tu mets la veste, le col il est à l'extérieur, mais quand tu ne mets pas la veste, le col il est replié comme ça. Et puis ça, il faut le mettre, ton insigne, il faut la mettre dans ce sens, mais pas dans ce sens. Et puis il faut serrer la main comme ci, se présenter comme ça, faire le garde-à-vous comme ça. Je dis oh là là. Donc c'est marrant parce qu'au début on fait plein de bourdes un peu maladroites et c'est drôle. Ensuite, je dirais une anecdote assez solennelle aussi et qui rend fier, parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte aussi de l'environnement qu'on a intégré. Lundi dernier, j'étais en formation, justement un peu formation militaire, les bases du statut militaire pour que voilà, on sache un peu où on est et ce qu'on représente quand on est réserviste. Et du coup, c'était un lundi matin et dans toutes les casernes
des sapeurs-pompiers, le lundi matin, c'est l'appel des morts au feu. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait encore. Et donc, toute la caserne se regroupe, tout le monde est au garde à vous, etc. Et puis, il y a la lecture de tous les personnels qui sont morts en intervention. Et ça, j'avoue que ça m'a mis une grande chair de poule de vivre ce moment-là. Après, il y a la Marseillaise qui est chantée, etc. Mais c'était un peu un temps c'était assez fort, quoi. Je pense que je m'en rappellerai, un grand silence. Et on ressent vraiment la devise sauver ou périr, quoi. Et je trouve que c'est hyper important, ce devoir de mémoire, donc ça m'a vachement touchée. Et ensuite, une dernière anecdote, mais je trouve que c'est bien d'en parler aussi. C'est mon premier entretien avec un patient. J'étais tellement stressée. Pourtant, j'en ai fait des entretiens avec des patients, même si j'ai pas des années d'expérience avec moi, mais bon, ça fait partie de mon travail. Et là, j'ai l'impression que c'était mon premier entretien, quoi. Comme si j'étais diplômée pour la première fois, ça y est, je suis plus stagiaire, plus rien, et là, je me lance. Et c'était trop drôle parce que le patient que j'ai eu, c'était aussi la première fois qu'il allait voir un psy, je crois. Et il était hyper stressé, il me l'a verbalisé, et dans ma tête, je disais, moi, je suis tellement stressée aussi. Et c'est un peu la magie de l'entretien clinique, c'est que, en fait, j'ai vu au début qu'on était stressés l'un et l'autre, c'était marrant, il y avait un peu de la fuite de regard, etc. Et puis petit à petit, il y a eu ce truc, genre cette étincelle que je sais pas expliquer, mais où vraiment on se pose pendant un entretien, et c'est comme si progressivement on s'apprivoisait et les défenses se relâchent un petit peu, et puis il y a un vrai échange qui se crée, et en fait l'entretien a duré genre 1h30. À la fin, il m'a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien. Et moi, je me rappelle avoir fini cet entretien en me disant, cet entretien, il m'aura marqué parce que, je sais pas, c'était un peu comme un baptême, comme si je recommençais pour la première fois à exercer, donc c'était assez marquant. Et je pense que c'est bien en termes d'humilité aussi, que voilà, quand on recommence certaines expériences pro, parfois on a l'impression de vraiment redémarrer à zéro littéralement. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce Merci partage à de tous vous, ces éléments. ouais. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Tristan. Merci Alice, c'était super intéressant. Merci Tristan. C'est une facette de toi que je ne connaissais pas. Donc voilà. En fait, moi, les pompiers, et plus généralement, que ce soit militaires, police, tout ça, j'ai vachement cette idée, à la fois des personnes rassurantes qui sont là pour nous sauver, pour nous protéger, etc. Mais en même temps, avec un côté un peu, comme tu disais, froid et un peu, je dirais, psycho-rigide, quoi. Ouais. C'est-à-dire intransigeant et pas très souple sur le plan relationnel. Je voulais savoir si justement ça pouvait causer chez eux des souffrances, que ce soit au travail ou peut-être même s'ils ont parfois peut-être même l'occasion de te parler de leur vie en dehors du travail. Est-ce que justement ce côté un peu psychorigide, ça pouvait être impactant, quoi. Voilà. Ouais, c'est trop intéressant comme question parce que je pense que ça participe vraiment à un potentiel. À la fois, je pense que c'est protecteur à des moments. Ce que je disais, en fait, il y a le protocole, je le suis et ça me permet de mettre à distance et donc de me protéger. Et en même temps, je pense qu'il y a des moments, justement, c'est complexe parce que du coup, il y a certaines choses qui ne s'autorisent pas à faire. C'est pas le protocole en gros de pleurer, quoi. C'est pas le protocole de craquer. Et du coup, non, faut que je me reprenne, ça va aller. C'est fou vraiment en entretien, moi je le vois parfois, il y a les larmes qui arrivent et ils vont prendre une grande île, elles vont prendre une grande inspiration pour que en fait, les larmes elles sortent pas, elles soient contenues. Ouais. Donc ouais, le côté psychorigide, je pense que parfois c'est dur aussi pour eux de se dire, il y a toutes ces représentations qui reposent sur nous, on doit être fort, on doit être courageux, on doit secourir, donc on ne doit pas être trop atteint, on doit se remettre vite si on est atteint ou atteinte. Et comment du coup
je peux m'affranchir de toutes ces représentations. C'est aussi une grosse pression, tu vois. Et donc, comment, à un moment donné, j'ai le droit de pas suivre le protocole, en fait, et de pas me sentir coupable. Et je pense que ça fait partie, justement, du travail des psychologues en entretien, c'est d'apprendre à leur dire, c'est OK, là, de pas suivre le cadre et de pas être bien rigide ou bien cadré, quoi. Donc ouais, de toute façon, je pense que la rigidité, ça amène une souffrance psychique au bout d'un moment. Enfin, tu vois, le concept de flexibilité psychologique, moi, je trouve ça trop intéressant. Et c'est vraiment ça, c'est OK, un peu de rigidité, ça peut être une stratégie qui te permet de fonctionner au quotidien, mais en fait, trop de rigidité, t'as plus du tout de flexibilité psychologique. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vas venir piocher dans la jauge de tolérance, tu vois, je tiens, je suis rigide sur quelque chose, et au bout d'un moment ça explose. Donc comment je peux réussir à avoir un petit peu plus de flexibilité psychologique sans que pour autant ça parte en freestyle, plus du tout de cadre et ça part dans tous les sens. Donc ouais, enfin je sais pas si ça répond à ta question, mais... en partie en fait je me disais justement parce que bon, là ils sont en brigade, ils sont dans leur rôle, etc. Et c'est vrai qu'adopter un fonctionnement justement psychologique avec justement trop de rigidité dans, je sais pas, les rapports que tu vas avoir avec tes familles, avec tes amis, même avec les autres citoyens de la société, etc. Ça peut être compliqué parfois. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que c'est dur à la maison parce que on va leur reprocher de là c'est pas le travail. Parce qu'ils peuvent avoir une forme un ton un peu directif, un besoin de rigidité aussi, parce que c'est comme ça qu'on leur enseigne en fait. Au quotidien, on leur dit sois dans cette rigueur, parce que si t'es pas dans cette rigueur, il peut y avoir un truc qui se passe pas bien en intervention. Et il y a leur vie qui est en jeu quand même. Donc en fait, quand ils rentrent à la maison, c'est aussi super dur de dire ok, tout ce bagage-là, je le mets de côté, et là, je redeviens plus flexible. Mais potentiellement, ça peut les mettre en état de stress aussi, tu vois. Là, j'ai l'impression que je contrôle plus à la maison, et ça me rend un peu anxieux ou anxieuse, quoi. J'ai du mal à couper, là. Ouais, je pense que ça, c'est une difficulté. Parce que, comme on le disait, les attentes aussi, elles sont à tous les niveaux, quoi. Il y a aussi d'ailleurs des attentes dans la famille, dans les amitiés. Et comment réussir à dire, je lâche un peu du lest, je recadre aussi un peu les autres sur n'ayez pas trop d'attentes de moi. Là, je suis pas non plus le pompier. Là, je rentre chez moi, j'ai aussi le droit d'être juste une femme, un homme, et pas être le garant de la sécurité de la famille. Ouais, je pense que justement, c'est ça. Justement, c'est ton rôle. Exactement. C'est toi qui vas sauver le pompier. Ouais, exactement. Et surtout, je pense que ce que tu disais, le risque, c'est qu'en plus, quand t'es trop rigide, et c'est d'ailleurs ce qui parfois se passe chez les pompiers, c'est qu'en fait, c'est tellement contenu, que le jour où ça lâche, et je m'autorise un peu à ce que ça lâche pas, quoi, ça se déverse. Donc, par exemple, le jour où je vais sortir, en fait, j'ai tellement contenu que là, j'ai tellement besoin d'extérioriser que c'est aussi dans une autre forme d'extrême. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être de l'alcool. En fait, il peut y avoir des comportements à risque. Ouais, ou ça, des comportements un peu c'est ça. conflictuels. Ouais, exactement. Et donc souvent, c'est quelque chose qui aussi est pris en charge chez les pompiers. C'est par exemple la gestion de la colère. Quand j'ai contenu ma colère, comment est-ce qu'elle explose à un moment donné? Et comment j'arrive à l'exprimer d'une manière qui soit OK. Quand j'ai besoin de me vider la tête, si je sors, comment est-ce que je fais en sorte que ce soit pas non plus d'un coup une forme d'anarchie parce que je me suis trop retenue j'ai été trop cadrée pendant trop de temps. Pareil, il y en a beaucoup qui sont motards ou motardes à la brigade. Ça, c'est un comportement à risque aussi. J'ai maintenu, j'ai contenu. Et à un moment donné, il faut que je lâche prise. Je vais sur l'autoroute et je me fais une grande pointe à 200, 250 parce qu'il faut que ça lâche. Ou aussi parce qu'il y a une petite addiction à l'adrénaline. Mais tu vois, du coup, c'est hyper intéressant ta question. Je pense que vraiment, la flexibilité psychologique, c'est le mot-clé. Ça marche. Ouais. On parle des pompiers comme des hommes forts, mais est-ce qu'il y a des pompiers qui vont avouer que là, en fait,
sont plus en capacité d'agir ou autre, ou non, en fait, ça explose forcément. Et... Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est intéressant. Ça, justement, je trouve que ça rejoint la question des limites. C'est en fait comment j'apprends déjà à connaître mes limites. C'est-à-dire à savoir que là, si je dis pas stop, je vais être en épuisement. Si je dis pas stop, je vais être dans un comportement à risque. Parce que je vais partir en intervention alors qu'en fait ça va pas du tout physiquement, ça va pas du tout psychiquement et je vais me mettre en danger ou je vais mettre en danger les autres. Et du coup ça rejoint la question de la limite. Je pense qu'il y a vraiment un travail énorme, nous dans l'accompagnement qu'on leur propose, de reconnaître ses limites et ensuite pouvoir les exprimer. C'est vraiment en 2 temps quoi. Et au début, il y a des personnes pour qui c'est juste difficile de dire à l'autre « Ah là ça atteint ma limite ». Mais moi il y a beaucoup de patients que je reçois qui me disent, je leur dis juste « C'est quoi vos besoins là aujourd'hui ?» Ou « Est-ce que vous connaissez vos limites ?» Incapable. C'est très difficile. Souvent ce qui leur permet d'identifier leurs limites, c'est en comparaison avec les autres. C'est-à-dire par exemple, on prend un couple. On va changer un peu, on va prendre une femme pompier qui est dans un couple avec un homme. Et qui va par exemple dire moi en fait je connais pas mes limites, mais par exemple mon compagnon va me demander des choses, je suis pas capable de dire où est ma limite. En revanche je suis capable de dire qu'à un moment donné c'est trop, c'est too much. Donc ça me permet de voir que ma limite elle se situe quelque part par là, mais ça reste flou, tu vois. Et ça nécessite l'autre, c'est-à-dire que j'ai besoin que l'autre en fait m'hyper sollicite pour comprendre qu'au bout d'un moment c'est trop pour moi. Mais en fait, sans que l'autre m'hyper sollicite, j'aurais pas compris que c'était trop pour moi, parce que je connais pas mes limites. En fait, j'ai l'impression que quand tu connais pas bien tes limites, ou que t'as pas trop eu l'opportunité de les identifier, tu t'aperçois qu'à un moment donné, ça a touché ta limite parce qu'il y a un symptôme. Mais le but, c'est de connaître ta limite pour pas arriver jusqu'au symptôme, justement. Tu vois ? Et est-ce que les pompiers, entre eux, s'entraident pour voir un petit peu les limites ? Ouais, vraiment. En fait, de plus en plus, tu vois, je trouve qu'il y a ce côté... on communique beaucoup sur... C'est ok de dire que là, vous avez besoin de repos. C'est ok de dire que là, vous n'avez plus envie d'être sur le terrain et vous voulez partir plutôt dans les services, administration, etc. Parce que c'est bon, vous avez fait genre 5 ans, 10 ans sur le terrain, vous êtes épuisé. Et puis, il y a vachement cette dynamique quand même du collectif, de se soutenir, se remplacer, s'épauler, etc. Parce que de toute façon, et c'est un peu la devise aussi... de la maison perchée, c'est l'approche du collectif où en fait, tout seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. Et sur une intervention, oui, tout seul tu vas rentrer plus vite dans l'immeuble en feu, mais en fait tu vas rien éteindre parce que t'es tout seul. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des pompiers qui étaient concernés par un trouble, ou est-ce que vis-à-vis de l'examen d'entrée c'est pas possible? Et si tu en as déjà rencontré, est-ce que eux sont plus à l'aise avec leur fragilité ou pas? Trop intéressant aussi. Alors, comme je suis pas du tout dans le process de recrutement, je sais pas exactement jusqu'où vont les questionnaires et les entretiens de recrutement. Par exemple, est-ce qu'un trouble psychique chronique, c'est par exemple un critère d'inaptitude ou pas, tout comme pourrait l'être une douleur chronique, tu vois, sur le plan physique, ça je sais pas. En revanche, oui, j'ai déjà rencontré, eu en entretien des patients qui étaient concernés par un trouble, par exemple, qui soit chronique, tu vois, du coup, est-ce qu'on parle de trouble ou d'épisode, mais en tout cas, j'ai déjà eu des patients qui ont eu plusieurs épisodes dépressifs, certains qui ont fait des tentatives de suicide dans leur passé. Comme on disait tout à l'heure, il y en a qui vont avoir des troubles des conduites addictives, ce genre de choses. J'ai pas encore rencontré, par exemple, de personnes concernées par un trouble bipolaire ou schizophrène. En tout cas, ta question de est-ce que ces personnes qui sont concernées par un trouble, du coup, elles sont plus à même de parler de tout ça librement, je pense qu'en fait, c'est un peu biaisé de toute façon, parce que les personnes qui viennent nous voir viennent de manière volontaire. Donc je pense qu'en fait, de toute façon, l'échantillon qu'on a, c'est quand même des personnes qui ont fait la démarche de venir, et c'est toute une démarche, hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui viennent sur leur jour de repos parce qu'ils se disent en fait, si je viens sur un de mes jours de garde,
bah, je vais devoir expliquer pourquoi je prends une permission sur mon temps de garde. Et j'ai peut-être pas forcément envie de dire que je vais chez un ou une psychologue. Mais voilà, donc déjà, il y a cette, tu vois, ils font cette démarche de venir. Donc je pense que d'emblée, on a un échantillon qui est quand même un peu sensibilisé ou un peu concerné. Et donc, qui est quand même OK d'en parler parce que c'est quand même plus complexe de dire je vais aller voir un psy, mais je vais pas parler. Et en même temps, ça peut arriver aussi. Et ça dit quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui a fait la démarche, mais qui en fait, au moment de l'entretien, va pas trop exprimer particulièrement des choses, va être dans quelque chose d'assez lisse, tu te dis OK, c'est des défenses, ça va peut-être céder au bout d'un moment, mais de toute façon, la personne, elle a fait cette démarche, donc c'est pas pour rien, elle est pas venue pour me dire que tout va bien. Mais peut-être qu'elle vient en me disant que tout va bien, parce que là, c'est encore difficile de dire qu'en fait, ça va pas. Et il faudra que ça prenne du temps, il faut respecter cette temporalité, quoi. Ouais. Tu nous parles des pompiers, c'est normal, c'est le sujet, mais toi, quels sont tes mécanismes de protection quand tu reçois toutes ces informations? Prendre soin de ceux qui prennent soin de ceux qui prennent soin. C'est ça, je répète ce que dit Kitty, mais c'est drôle. Prendre soin de ceux qui prennent soin de ceux qui prennent soin. On se repasse un peu le bébé, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais, car moi j'ai mon psychologue qui prend soin de celle qui prend soin de ceux qui prennent soin. Donc voilà, moi ça fait partie de mon hygiène de vie aussi, c'est juste que bah, j'ai ma psychothérapie, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est une bonne question et en fait, je trouve que c'est aussi compliqué par moment de réussir à prendre soin de ceux qui prennent soin, mais qui sont assez pudiques sur le fait que là, ils ont besoin ou elles ont besoin qu'on prenne soin d'eux, tu vois. Et je sens que j'ai pas toujours la même posture en tant que psychologue face à quelqu'un qui est pas dans le soin et qui vient me voir. Et face à quelqu'un qui est dans le soin et qui vient me voir. Parce que je sens qu'au début, il y a une forme de pudeur, il y a une forme de... Ouais, c'est très intime, quoi. Et c'est vrai que je ressens que j'ai pas la même approche par moment, c'est marrant. Voilà, enfin là je distresse un peu, mais donc voilà. Moi j'ai mon suivi aussi, quoi. Toi, en tant que psychologue réserviste, est-ce que tu te considères comme héros et anti-héros à la fois? Il y a des questions là. J'adore, merci Flavie. Bah moi franchement je me sens pas légitime à me considérer héros. Enfin je sais pas, il y a un peu ce truc. Puis j'aime bien la figure du anti-héros encore une fois parce que je trouve qu'elle est... Ouais, elle est plus réaliste, quoi. Elle est plus déculpabilisante aussi. Donc non, je me sens pas héros, même si en soi c'est marrant parce que on n'atterrit pas dans le sang par hasard, tu vois. On a besoin de sentir que on sert aux autres, qu'on a besoin d'avoir de la reconnaissance, tu vois. Ouais, je pense qu'on n'est pas là par hasard, mais je dirais pas que je me sens héros parce que je sais aussi que j'ai clairement mes failles, j'ai clairement mes fragilités, heureusement d'ailleurs. Et je pense que d'ailleurs, parce que j'ai ça, c'est quelque chose qui permet de rentrer en contact avec l'autre, tu vois. Dans une approche empathique, si t'es tellement éloigné de la fragilité psychologique, psychique, si toi-même tu l'as jamais ressenti, jamais vécu, le doute, la honte, et la peur, plein d'émotions, je sais pas comment tu peux rentrer en contact avec l'autre. Même s'il ne s'agit pas de fusionner et de ressentir la même chose que l'autre, c'est au moins de savoir de quoi on parle, quoi. Donc ouais, je serais peut-être un peu anti-héros. Je pense même carrément. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool et je suis fière d'avoir pu partager ça avec vous et surtout hyper touchée des questions, de l'écoute,
Voilà, et j'étais assez stressée, j'admets, de porter la parole de la brigade aussi. donc j'espère que ça a pu transmettre des bons messages, c'est surtout ça, et peut-être venir changer, mais positivement, les représentations, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi, je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que c'était passionnant comme présentation et comme échange. Donc merci beaucoup, merci d'avoir préparé aussi tout ça parce qu'on en a pas mal discuté et je sais que tu as beaucoup réfléchi au sujet et tout, donc merci d'avoir pris ce temps-là aussi et d'y avoir mis toute cette énergie-là dans des semaines déjà particulièrement intenses. et voilà, merci à vous d'avoir écouté et à samedi prochain pour de nouvelles aventures.